Internet radio Snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snagaнарода.rs. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez la radio de la Serbie libre, l'émission Force du peuple, l'émission Snaga Naroda, Radio Force du peuple, Radio Snaga Naroda, l'émission Paris-Belgrade-Moscou de Yves Bataille, qui ce soir ne sera pas avec nous parce qu'il est en voyage professionnel et en même temps privé en France, justement, et il sera peut-être tout à l'heure avec nous par Skype ou en communication si on arrive à la voir. Mais cette émission ce soir sera animée par Madame Danica Drobac, qui viendra, et elle est un peu en retard, on l'attend. Et ma modestie, votre serviteur, votre serviteuse, professeur Mila Alečković. Je vais essayer d'entretenir le contact avec vous et donc de remplacer Yves Bataille qui reprendra cette émission aussitôt dans une semaine à peu près. Vers la fin de mois, Yves Bataille reprendra son émission. Donc l'émission Paris-Belgrade-Moscou est une émission géopolitique, est une émission qui aborde tous les sujets qui concernent nos idées antiglobalistes. Mais ce soir, nous allons aborder deux sujets majeurs. D'abord, la corruption dans l'enseignement supérieur dans les pays occupés par le, comme on dit ici, libéralisme totalitaire. On va voir ce que c'est, parce que il s'agit des universités qui ne sont pas des universités, mais des groupes de lobbying. Et dans la deuxième partie, on va aborder le sujet du centenaire de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de la Grande Guerre, et d'un événement qui aura lieu en Serbie, ici, à Belgrade et en Serbie, fin juin, vers le 28 juin. Ce jour, c'est un grand jour pour les Serbes, c'est une fête nationale serbe orthodoxe, et nous allons parler un petit peu dans cette émission de ces deux sujets. Mais d'abord, alors, en attendant notre Danica Drobac, qui avec moi, encore une fois, ma modestie Mila Alečković, professeur. Mais cette fois-ci, je ne parlerai ni de la psychologie ni de la psychiatrie. Je vais aborder le sujet tel qu'il est conçu par Yves Bataille. On va parler d'actualité, on va parler des questions de principe. Et commençons d'abord, pour ne pas perdre notre temps, commençons d'abord par quelques infos, par quelques actualités, quelques informations. Qu'est-ce qui se passe en Serbie? D'abord, Sergei Lavrov, qui est en visite en Serbie pour 2 jours, c'est comme vous le savez, le ministre des Affaires extérieures russe. Il est à Belgrade hier, il est venu hier, il est à Belgrade aujourd'hui encore, et il dit ceci: je crois que nous avons dit tout ce qui devait être dit. Bon, je suis en train de lire une dépêche. Malgré le temps que j'ai perdu parce que je suis rentrée au pays, et ça fait un moment que je ne parle pas tout le temps la belle langue française, je reconnais que c'est une mauvaise traduction dans un mauvais français, mais c'est une traduction officielle des dépêches ici en Serbie, alors je la lis telle qu'elle est. Donc je crois que nous avons dit tout ce qui devait être dit. L'information peut uniquement venir de la direction ukrainienne, dit Sergei Lavrov, qui doit arrêter la violence et doit gérer la question du gaz. Voilà, ça c'est Lavrov, le ministre des Affaires extérieures russe, qui donne une déclaration à Belgrade. Il est toujours ici. En même temps, le mouvement des jeunes patriotes serbes qui s'appelle Zavetnici, c'est un mouvement des jeunes serbes très patriotes et très compétents, qui, à mon avis, représente aussi l'avenir de la Serbie avec le mouvement Dveri.
Donc le mouvement des jeunes patriotes Zavetnici a offert à Lavrov, au ministre russe des Affaires extérieures, un t-shirt avec un écriteau très sympathique, Serbes et Russes frères éternels. Serbes et Russes frères éternels, ou si vous voulez, Serbes et Russes frères pour l'éternité. Donc ça lui a beaucoup plu. C'est un geste sympathique de la jeunesse serbe dans un pays quasi occupé, qui a agi et qui s'est approché du ministre dans une célébration, en fait, cérémonie officielle, et qui lui a donné ce petit cadeau. Lavrov est toujours à Belgrade. Le mouvement Dveri, en même temps, aujourd'hui, à propos de sa visite, donc à propos de la visite de Sergei Lavrov, demande l'adhésion de la Serbie à la nouvelle Union. Devinez, cette fois-ci, c'est pas l'Union européenne, c'est l'Union eurasiste. Voilà, l'avenir, les Serbes patriotes, les jeunes Serbes, le mouvement Dveri, le mouvement Zavetnici, demandent l'adhésion de la Serbie à la nouvelle Union eurasiste, qui, d'après nous, représente l'avenir et, évidemment, dans notre vieux continent, les pays comme la France et l'Allemagne trouveront leur place, évidemment, dans cette grande union de l'avenir. Ça, c'est évident. N'oublions pas que Jacques Chirac avait parlé, c'était le premier, si je ne me trompe pas, c'était le premier dirigeant de l'Ouest qui parlait déjà de l'Eurasie. Donc la France, pays qui a fait l'histoire de l'Europe. On sait très bien que l'histoire de l'Europe a été faite par la France, pas par l'Allemagne. L'Allemagne était secondaire dans ce cas-là. L'Allemagne pourrait avoir une économie développée ou pas, mais la politique, c'est autre chose. La France a fait l'histoire de l'Europe, et si la France change sa politique, l'histoire de l'Europe changera également. Ça, c'est évident. Alors, disons encore, le Premier ministre serbe, je continue avec quelques infos pour passer brièvement, et tout de suite après, on aborde notre sujet. Donc, le Premier ministre serbe déclare, qui s'appelle Alexandre Vučić, il déclare l'oléoduc, donc South Stream, la grande histoire de l'oléoduc qui devrait passer par la Serbie et les Balkans pour aller, qui part de la Russie et se dirige vers l'Europe. Alors Vučić dit, l'oléoduc ne dépend pas de la Serbie, mais dépend de l'Union européenne et de la Russie. Alors, la conclusion, qu'est-ce qu'elle pourrait être à ce moment-là? La conclusion, c'est que la Serbie est sous tutelle. On ne sait pas du tout ce que la Serbie représente dans cette histoire si rien ne dépend de la Serbie, c'est-à-dire du pays qui est le pays dans lequel devrait se faire tout ce grand projet de South Stream. Au même moment, donc c'est la déclaration de notre Premier ministre, au même moment, aujourd'hui en Serbie, aujourd'hui on est le 17 juin 2014, au même moment, le vice-président des États-Unis, Joseph Biden, a félicité le président du gouvernement de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, de sa nomination à cette fonction. Attention, Monsieur Vučić n'a pas été nommé aujourd'hui, il a été nommé il y a déjà un bon moment, mais comme par hasard, Joseph Biden, le vice-président des États-Unis, aujourd'hui, lorsque le ministre russe Lavrov se trouve en Serbie, c'est aujourd'hui qu'il présente ses félicitations à notre Premier ministre Vučić. Donc, je le répète encore une fois, c'est une dépêche aussi officielle. Donc, de sa nomination, je continue à cette fonction avec le message que les États-Unis continueront à soutenir ses engagements pour que la Serbie devienne facteur de stabilité dans la région des Balkans. Mais en dehors des Balkans aussi, c'est encore une mauvaise traduction, mais bon, ça c'est une information officielle donnée par, je pense que je ne sais pas exactement qui a traduit ça en français, mais bon, je lis. Et Biden indique qu'il a de la confiance en le Premier ministre serbe, car il est sûr que la Serbie sera, avec ses partenaires européens, dans le soutien aux principes internationaux, étant donné qu'elle aspire aux droits et aux privilèges de l'adhésion à l'Union européenne. Fin de citation. Bon, alors, en même temps, le même jour, à Belgrade se trouve Sergei Lavrov.
Et Joseph Biden envoie sa félicitation, tardive un petit peu, il n'était pas au courant parce que notre Premier ministre a été nommé bien avant. Il lui félicite aujourd'hui et il parle d'un langage qu'on connaît très bien dans les Balkans. Cela dit, quand on dit à quelqu'un qu'il représente le facteur de la stabilité, de la paix dans la région, on se souvient très bien du passé et du destin de Slobodan Milošević, l'ex-président, qui était aussi, lui, à un moment donné, il était le facteur de la grande stabilité dans les Balkans. Avant que les Alliés ne le lâchent pas et ne le jettent pas dans l'océan. Après, on connaît très bien l'histoire et on connaît la suite, n'est-ce pas ? Il a été accusé de tous les crimes au tribunal de La Haye. Et c'est un petit peu le destin de tous ceux qui sont nommés et qui sont félicités et qui sont soutenus, dirais-je, par les anglo-saxons dans les Balkans. Donc, quand on parle de la stabilité, de la paix, du facteur de stabilité, on se méfie toujours. En tout cas, il faudrait se méfier. Pour conclure cette petite information avec laquelle je commence l'émission d'aujourd'hui, on peut dire tout simplement, donc, d'après ce qu'on a vu, la bataille pour la Serbie continue. Évidemment, c'est pas la bataille pour la Serbie, c'est la bataille pour l'oléoduc, c'est la bataille pour South Stream, n'est-ce pas ? Les Américains, les Européens et les autres se battent pour gagner leur affaire dans les Balkans. Quand on voit que le vice-président du gouvernement américain parle de l'Union européenne, on se demande qu'est-ce qui se passe, parce que les Américains dans les Balkans représentent l'Europe et ils ne font que parler de l'Europe, quoique ils sont bien loin de l'Europe, mais c'est eux qui représentent ce langage officiel, langage de bois concernant l'Union européenne. C'est toujours un émissaire américain qui nous parle ici de l'Union européenne. Ceci est le cas aujourd'hui, comme on le voit avec Joseph Biden. N'oublions pas, et disons ça au passage, Joseph Biden, le personnage qui a été considéré comme la personne non grata par l'ex-évêque serbe Artemi, et qui se trouve dans cette histoire de l'abandon de l'Artemi et de sa poursuite aujourd'hui. Il a été chassé, Artemi, rappelons, a été chassé de Kosovo et Metochi. Et bon, ça c'est pour ceux qui connaissent l'histoire. Alors, bon, ce sont des informations, donc voilà, pour qu'on soit quand même au courant de ce qui se passe dans les Balkans. Dans les Balkans, il y a des émissaires russes, il y a des émissaires américains, et il y a l'Europe qui se trouve au milieu, qui est muette pour l'instant. L'Europe dépend des États-Unis, toujours. Mais ce qui est important, c'est comment ils sont traités, comment ils sont considérés. Eh bien, comme je viens de le dire, la jeunesse serbe salue le ministre russe, s'approche de lui offre un petit cadeau en souvenir et demande l'adhésion de la Serbie à l'Union de l'Eurasie, c'est-à-dire à l'Union de la plus grande Europe, à l'Union avec la Russie, à l'Union de l'avenir. Voilà, disons comme ça. Bien, en attendant, Madame Danica Drobac qui abordera le sujet avec moi, on va commencer par dire que ce soir, nous allons aborder un vrai dossier, cela dit une vraie affaire que je pourrais appeler le Watergate serbe. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Serbie, une affaire de plagiat dévoile les dysfonctionnements de l'enseignement supérieur. Ça, c'est très intéressant parce que il se trouve qu'un simple événement qui concerne une université privée, université complètement corrompue, tenue par les forces occultes, et l'université qui n'en est pas une, qui en fait représente un think tank, groupe comme on dit dans la belle langue anglaise,
et américaine. Donc cette université se trouve dans un grand problème parce qu'il paraît, on a parlé un petit peu la dernière fois, on a mentionné un certain recteur, Micha Jovanovic, de cette université qui s'appelle Megatrend. Imaginez une université intellectuelle qui s'appelle Méga et en plus Trend, ce qui ne veut rien dire évidemment, en tout cas pas pour les scientifiques et pour les intellectuels, mais voilà, ce sont des noms comme ça. Cette université qui est en fait un grand groupe de lobbying des oligarques dans un pays ex-communiste, des oligarques qui ont pillé le pays, qui ont volé le peuple serbe, comme dans tous les pays ex-communistes, et qui se sont convertis à la religion otanesque et qui donnent aujourd'hui les cadres pour le gouvernement, soi-disant pro-américain. On va voir ce qu'il y en est avec ce gouvernement. Mais pour dire que cette université de Megatrend, elle est importante, elle n'est pas importante du tout, mais en fait, elle sera importante parce qu'il s'agit d'une affaire d'État. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette question en abordant bien sûr le sujet, en disant que c'est un vrai Watergate serbe aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que il se trouve que cette université, une fausse université avec des professeurs qui ont des faux doctorats, ou en tout cas il y a, excusez-moi, je dois dire qu'il y a quelques professeurs qui sont valables, évidemment. On va toujours mettre ça entre parenthèses, mais la grande méga trend de cette université, c'est que il s'agit de la corruption à tous les niveaux. La corruption politique, c'est une université qui fonctionne comme un groupe de lobbying et qui offre les doctorats aux hommes politiques. Et attendez, c'est pas les hommes politiques, ce sont les politiciens. Ce sont des politiciens de plus bas niveau. On offre des doctorats qui sont pas les doctorats causa honoris, mais ce sont des doctorats plagiés, faussés, tout est falsifié. Et cette université, il se trouve, elle a été dénoncée par 2 professeurs serbes de l'Angleterre qui ont eu le courage de commencer cette grande affaire. Alors je vais lire brièvement de quoi il s'agit et on va voir pourquoi c'est important aujourd'hui, non pas seulement pour la Serbie, mais pour toute la région, où c'est un petit peu la même méthode, il s'agit de la même méthode de la corruption de l'élite, soi-disant élite politique, dans les pays ex-communistes, encore une fois, qui sont sur le chemin vers l'OTAN, évidemment. Eh bien, une récente affaire de plagiat qui a éclaboussé le gouvernement serbe, dont le ministre de l'Intérieur est mis en cause, a révélé la corruption et les dysfonctionnements qui rongent l'enseignement supérieur dans cette ex-république yougoslave. Le scandale a éclaté il y a une dizaine de jours lorsqu'un groupe d'universitaires serbes qui enseignent en Grande-Bretagne a accusé le ministre de l'Intérieur serbe d'avoir plagié une bonne partie de sa thèse de doctorat obtenue en 2013 à l'université privée Megatrend de Belgrade. Bon, je continue de lire. Le scandale a mis sous les feux des projecteurs la corruption qui ronge l'éducation supérieure, a fait valoir Danica Popovic, professeur à la faculté d'économie de Belgrade. Ces institutions sont minées par la corruption, dit-elle. Parfois, des facultés la dévoilent et font le ménage, mais la plupart du temps, cela n'est pas le cas. Alors, l'éducation supérieure en Serbie est essentiellement confrontée à 2 problèmes, note pour sa part un professeur anglais qui s'appelle Eric Gordy, professeur d'études slaves et d'Europe orientale à l'Université de Londres. L'État a échoué à réguler le fonctionnement du nombre grandissant d'universités privées et d'assurer la crédibilité des diplômes de l'éducation supérieure. D'autre part, les universitaires se sont montrés incapables de se gérer eux-mêmes et de défendre l'intégrité de leur profession, a-t-il déclaré la AFP, donc l'agence française. Eh bien, maintenant, le nombre de ceux ayant obtenu un doctorat triplé, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, voilà. L'université Megatrend, où l'actuel ministre de l'Intérieur a obtenu son doctorat, propose
un large spectre d'études. C'est tout à fait la méthode, la basse méthode des utilitaristes, encore une fois anglo-saxons. Il se trouve que quelques professeurs en Angleterre, qui sont honnêtes, parce que la communauté intellectuelle est honnête, heureusement, ont dénoncé cette affaire. Mais voyons la suite. Alors, l'université en question, où l'actuel ministre de l'Intérieur a obtenu son doctorat, propose un large spectre d'études allant de l'économie en passant par le droit et la sécurité jusqu'aux médias. Mais attention, chers auditeurs, en ce moment, les controversés physiciens français Igor et Grishka Bogdanov, on les retrouve, les frères Bogdanov toujours, y enseignent. Et c'est ça qui est important. Voilà, on arrive toujours, les crapules sont toujours ensemble. Voilà les Bogdanov, Igor et Grishka, ils ont des noms russes, mais ils sont pas russes. Bon, ça, c'est pas important pour l'instant. Enseignent dans cette université fausse, avec les faux doctorats, l'université bidon. Voilà, les deux enseignent. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? Demandez-vous, on se demande qu'est-ce qu'ils enseignent, parce que c'est une université qui couvre surtout les médias. Eh bien, les frérots Bogdanov y enseignent la cosmologie. La cosmologie. Et voilà, ils enseignent la cosmologie. On va voir ce que ça veut dire, parce que c'est tout à fait politique. Ce sont les méthodes pour les pays ex-communistes, encore une fois, les méthodes otanesques. Il y a une folie complète, une schizophrénie. On va voir ce qui se passe. Donc, depuis que l'affaire du doctorat de monsieur Untel, ministre de l'Intérieur serbe, a éclaté, quelques 3000 professeurs, et c'est ça qui est important, parce que le monde se réveille quand même, nos amis dans tous les pays d'Europe se réveillent, quelques 3000 professeurs et étudiants ont signé une pétition demandant aux autorités serbes de créer une commission indépendante pour enquêter sur les accusations de plagiat. Celui-ci a fermement rejeté ces accusations, soutenues par son Premier ministre, Aleksandar Vučić, etc., etc. Bon, alors, pourquoi tout cela est important? Eh bien, c'est important parce que cette université, qui s'appelle Megatrend, et qui est une université complètement corrompue, sous l'influence de l'OTAN, on peut dire. Il y a très peu d'études, vraiment, à proprement parler. Les scientifiques qui y sont, il y en avait quelques-uns, mais ils se sont enfuis aussi vite. Eh bien, le recteur de cette université est un personnage obscur qui ressemble un petit peu à un personnage de la littérature russe. Si vous connaissez Ostap Bender, des fameux Ilif et Petrov, les écrivains russes. Donc une caricature complète, un escroc dans tous les domaines, qui, cette fois-ci, est entré en politique et qui sert, ou plutôt dont on se sert à tous les niveaux, pour corrompre le gouvernement et pour, évidemment, pour choisir les pires. Parce que ce n'est pas une université, il faut dire que ce n'est pas une université, mais c'est une, comme j'ai dit tout à l'heure, think tank, groupe qui donne les ministres. Il se trouve que cette affaire était importante parce que presque tous les ministres du gouvernement sont diplômés de cette université. Bon, alors il faut pas exagérer, mais il faut dire la vérité. Donc il s'agit d'un abus à peu près total de l'éducation, de l'enseignement supérieur en Serbie, et ça se fait comme ça dans tous les pays des Balkans. Plus ou moins, vous pouvez trouver partout des escroqueries semblables. Et alors, évidemment, cette affaire a presque, on peut la nommer presque le Watergate serbe, parce qu'elle n'est pas finie. Le type a fini, pardonnez-moi de l'expression, le type a fini par démissionner, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, ça continue, parce qu'on va voir qu'est-ce qui se passera avec le gouvernement. Alors, ce dernier, le recteur, le faux recteur de la fausse université, avec un faux doctorat, ce recteur qui se targuait d'un doctorat obtenu auprès de la London School of Economics à Londres, évidemment, s'est vu à son tour accusé, cette fois-ci par le ministère de l'Éducation, d'avoir forgé son CV et de ne pas détenir un tel titre. Pratiquement, il est abandonné
même par ses copains au gouvernement, ce qui est une bonne chose, mais on va voir qu'est-ce qui se passera. Et il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire que ce sont les professeurs anglais d'origine serbe qui étaient les plus courageux dans cette affaire, parce que ce sont eux qui ont réagi depuis Londres et qui ont commencé cette affaire, qui ont ouvert cette affaire tout à fait politique, qui va peut-être devenir beaucoup plus grave en Serbie. Alors, la pratique veut que la personne coupable d'un acte frauduleux démissionne, évidemment. Cela a été le cas notamment d'un ministre allemand de la Défense ou encore du président hongrois, a rappelé professeur anglais Gordy. Pour répondre à ce problème, l'État devrait rendre beaucoup plus rigoureuses les conditions sous lesquelles les écoles peuvent obtenir une licence du travail, souligne Gordy. Bien. Les signataires de la pétition insistent pour que soit réexaminée la licence accordée à cette université, mais aussi à d'autres institutions privées dont la qualité d'éducation et les normes ont été remises en question. Et je finis avec cette citation, parce que je lis ce qui a été dit. Punir Megatrend University, c'est Megatrend Université, ne suffit pas. Le problème est systémique, on dit ici, enfin dans cette traduction, je ne sais pas qui a traduit en français, mais encore une fois, je lis, systémique et demande une solution de même genre. La Serbie doit prendre au sérieux la reconstruction de son système d'éducation, estime le professeur Gordy. Eh bien, chers auditeurs, pourquoi je vous ai lu tout cela? C'est pour dire et pour conclure que une affaire de l'enseignement supérieur dans un pays comme la Serbie a fait trembler le gouvernement, puisqu'il se trouve que la première occupation de la Serbie passait par les universités, comme dans tous les pays de l'Est. La première chose qui a été achetée par Soros, comme vous voulez, l'oligarque, le multimilliardaire Soros, après la chute du communisme, donc la première chose qui a été achetée par cet oligarque, c'était des universités. En Pologne, en Tchéquie, en Serbie, partout. Eh bien, les intellectuels également, ceux qui ont voulu se vendre, évidemment. Et donc, dans un pays comme ça, ces universités ont cessé finalement d'être les vraies universités et sont devenues des groupes de lobbying pour un gouvernement pro-américain partout avec les mêmes méthodes, et pour un gouvernement on peut dire tout à fait otanesque, donc un gouvernement qui a pour le but l'adhésion à l'OTAN. C'est tout ce qui les intéresse. La conclusion de tout cela, on va voir, la conclusion de tout cela, c'est que, alors encore une fois, chers auditeurs et amis d'autres pays qui nous écoutent, essayez de voir si vous pouvez faire tomber un mauvais ministre dans votre pays en lui trouvant un faux doctorat, car cela apparaît aujourd'hui la méthode la plus efficace. Évidemment, tout ce qui n'a pas réussi jusqu'à maintenant a été pratiquement un grand succès depuis que les deux professeurs de l'Angleterre ont commencé cette affaire d'un faux doctorat dans une fausse université, avec les faux professeurs et avec les politiciens qui sont issus de cette même université. Mais attention, il faut demander aussi, cette affaire n'est pas close, parce que c'est une affaire politique très importante non pas seulement pour les Balkans, c'est un cas paradigmatique. Il faut demander aussi la saisie des biens de tous les oligarches, comme à Donbass, comme nos amis là-bas où il y a la guerre en ce moment malheureusement. Ils demandent la saisie de tous les oligarques. C'est absolument essentiel et obligatoire parce que c'est le début de la lutte contre l'occupation dans nos pays. Nous appelons encore une fois, nous appelons aussi les responsables français et le gouvernement français de continuer l'enquête sur ce personnage obscur, j'ai le droit de le dire dans cette émission parce qu'elle est destinée aux francophones, heureusement,
Alors nous appelons les responsables français de continuer l'enquête sur ce personnage obscur et criminel, le recteur de Megatren, parce qu'il se trouve que ce personnage qui a pillé toute la richesse de la Serbie, c'est un petit peu le cas de Khodorkovsky en Russie, vous savez, mais en petit format. Parce que Khodorkovsky était quand même à un niveau plus haut, ou bien il était un peu plus cultivé que celui-là. Alors, nous appelons les autorités françaises de continuer l'enquête parce que ce personnage qui a volé les mines d'or qui appartiennent au peuple serbe, ce personnage possède une grande richesse en France, à Mougins, à côté de Cannes. Et tout ce qu'il a là-bas, tout ce qu'il possède là-bas, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé en France, il faut le dire, je ne sais même pas s'il parle français. Donc c'est quelqu'un qui est un vrai oligarque, un criminel, un voleur, et nous appelons les autorités françaises de continuer l'enquête sur ce personnage obscur. Voilà. Il y a déjà 5 ans, j'ai écrit sur ce problème et j'ai alarmé, si on peut dire, alerté notre opinion publique en Serbie, mais on n'a pu rien faire avec tout cela. Aujourd'hui, il paraît, le moment est venu, parce que 2 professeurs de l'Angleterre ont commencé de balayer, et nous allons continuer. Ça va ouvrir beaucoup d'autres dossiers, et ça va montrer quelles sont les méthodes d'occupation des pays pauvres, des Balkans, et quels sont leurs joueurs d'échecs, leurs oligarques envoyés ici pour piller tout ce qu'il y a. Et voilà, donc le libéralisme totalitaire en œuvre, comme dirait un écrivain français et un ex-politique, Jacques Langlois, dans son excellent livre « Le libéralisme totalitaire », eh bien, cet Ostap Bender et ce Gauleiter serbe, qui est le recteur de cette université bidon, c'est quelqu'un qui est un occupant. Il s'agit de l'occupation du libéralisme totalitaire dont on parle dans cette émission anti-globalisme, et on s'adresse à nos amis aux 4 coins du monde qui sont francophones et qui comprennent de quoi on parle. Donc notre lutte continue, notre bataille continue contre les voleurs, contre les crapules, et on est bien heureux qu'une affaire de ce genre a finalement commencé ici en Serbie. C'est une affaire internationale, n'oublions pas. Eh bien, chers auditeurs, puisque notre amie Madame Danica Drobac va venir prochainement, je l'attends, elle va venir. Et puis, on va faire une petite pause avec une petite jolie musique, mais avant, je voudrais vous dire... quittons ces nouvelles obscures et tragiques. On va continuer malheureusement parce que c'est notre devoir. Et on va dire tout simplement que même dans ces sociétés marchandes, sociétés corrompues, sociétés occupées politiquement dans ce désastre, si j'ose dire, existent encore des vrais chanteurs et des vrais musiciens. Il y a toujours quelque chose qui est joli, qui est beau. Si c'est pas Rachmaninov que j'adore, et la musique classique, ça pourrait être quand même une petite chanson française pour se reposer un petit peu. On va mettre une petite chanson française francophone puisqu'on s'adresse à nos amis francophones aux 4 coins du monde, à nos amis sur tous les continents. Et c'est une petite chanson qu'on va écouter maintenant. J'insiste là-dessus parce que nous, dans les pays des Balkans et en Serbie, on est submergés par la musique américaine. Et ça fait partie de la même Weltanschauung, n'est-ce pas, de l'occupation. Alors, écoutons une petite chanson qui n'est pas vulgaire du tout, qui est une vraie poésie et qui est très, très jolie. Vous allez voir, qui est très belle. À tout à l'heure. La musique.
Vous écoutez la radio Force du Peuple, l'émission Paris, Belgrade, Moscou, l'émission géopolitique, l'émission de Yves Bataille, qui est en ce moment absent parce qu'il est en France pour un voyage, en raison d'un voyage professionnel et privé en même temps. Et nous sommes ici pour le remplacer. Madame Danica Drobas vient d'entrer dans le studio, et moi-même, ma modestie, professeur Mila Haletkovic. Eh bien, la belle chanson française, tu as entendu, Danica? Ah, mais si, je suis ravie. Hein. Eh bien, on est submergé par la musique américaine, ici dans les Balkans, comme partout. Alors, on va quand même... Moi, je préfère la musique classique, mais si c'est pas la musique classique, on va quand même mettre un petit peu des choses francophones. Oui, mais je dois dire que on a envie... Je dois dire que... à mon niveau personnel, mais je crois que la majorité des personnes vont absolument partager, mettons, mon opinion et mon goût peut-être, c'est que on est envahi par le contenu, si je peux dire ainsi, états-unien, que l'on parle de la musique, que l'on parle par exemple des films, et moi par exemple cette chanson, non seulement qu'elle m'a plu, mais même elle m'a fait penser au monde d'autrefois, qui malheureusement n'existe plus. Eh ben voilà, et d'autant plus que c'est un chanteur québécois, Patrick Lavoie, je pense que c'est ça son nom, d'ailleurs, il y en a 3 d'ailleurs, mais c'est le principal, qui chante. Et voilà, tu sais, on a parlé, je vais commencer cette émission en disant quelques informations, actualités. Le ministre Lavrov est à Belgrade, et tout ce qui était important. Et on a abordé cette affaire sur Watergate serbe, l'affaire de Megatrend, qui est importante parce que c'est une affaire d'État, c'est une affaire de la corruption totale des ministres, pour montrer comment ça se fait dans les pays occupés. C'est la tête qui est coupée. Hein. Ça, c'est déjà dans les stratégies chinoises du Moyen Âge, c'est la tête qu'il faut couper. C'est pas Danton, c'est pas Robespierre, mais on coupe la tête. Soros, qu'est-ce qu'il a fait quand il est entré en Serbie et dans d'autres pays de l'Est d'ailleurs? Il a coupé d'abord la tête, les intellectuels. Il a racheté des universités. On trouve des crapules et des voleurs et des bandits comme celui-là, comme ce recteur en question qui finalement a démissionné, mais on va voir ce qui se passera après, parce que ce ne sont pas des recteurs, ce sont des oligarques qui ont pillé toute la richesse nationale. Tu vois, dans tous ces pays-là. Et c'est pour ça que j'ai prêté un petit peu attention, un peu plus. Mais ce qui est important, et nos auditeurs d'autres pays nous comprendront, les fameux charlatans, les frérots Bogdanov, sont les professeurs dans cette université. Donc la France est impliquée. Les deux faux, ils ont aussi encore un faux doctorat. Ils sont, voilà, il y a des auditeurs qui nous écrivent, qui disent. Alors, que devons-nous croire? Les Bogdanov ayant à de nombreuses reprises essayé de tromper le public. Alors, titre de docteur faux, institut de physique bidon, utilisation des données du satellite Planck alors que les données ne sont pas encore disponibles, et n'ayant rien démontré scientifiquement, ou des scientifiques de renom ayant fait leurs preuves, etc., eh bien, ces fauchetons, ils sont professeurs, les frérots, on les retrouve à la fameuse Megatrend University, où les Bogdanov sont présentés comme étant professeurs de l'université de Bourgogne, ce qu'ils ne sont pas en réalité. Alors c'est encore une invention. Et français moyen, sans connaissance sérieuse sur le Big Bang. C'est un français qui parle du livre de ces deux charlatans. Le livre a été écrit avec le recteur en question. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Big Bang. J'ai voulu en savoir plus sur la création de notre univers. J'ai acheté pour 18 € le livre des Bogdanov. 18 €, c'est pas rien pour des gens pauvres. Et j'ai essayé de comprendre quelque chose, etc., etc. Et alors, il dit que c'était un non-sens à peu près total, pour ne pas citer ici des phrases. Voilà, juste une phrase, hein, et je passe. Une phrase, toujours page 164. Voilà la phrase du fameux scientifique qui dit « Pourquoi, de la même manière, la masse d'un être humain est-elle égale à la masse de la Terre multipliée par la masse d'un atome ?»
T'as compris quelque chose? Non, non, je suis nulle. Pourquoi de la 0 sur 40, non pas sur 20. Pourquoi de la même manière la masse d'un être humain est-elle égale à la masse de la Terre, multipliée par la masse d'un atome? Eh bien, qui comprendra, comprendra. Incroyable. Voilà, c'est la science, c'est la méga-science. C'est la méga-science. Ils ont tout de suite compris comment transférer les choses. Voilà, l'argent, le gros argent, ce qui fait, voilà, de nos scientifiques. Le travail scientifique est très rigoureux. Lorsque nous publions nos travaux dans une revue scientifique, la revue est envoyée à d'autres collègues qui émettent des critiques et posent des questions, etc. Et là, nous voyons un charlatanisme à peu près total en fonction du grand capital et de l'occupation politique. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. Les Bogdanov, les fameux Bogdanov, qui sont insignifiants, mais je les cite parce que c'est la même clientèle, c'est toujours la même clientèle. Ce sont ceux qui occupent les universités dans les pays... Et c'est la même matrice aussi. Et c'est la même matrice. Ah, exactement. Le showbiz, ils occupent les universités dans les pays pauvres et à quoi il sert, bon, on ne sait pas trop, il y a des idiots inutiles, mais je dirais que c'est quand même une apologie de l'OTAN. Cette université a donné des ministres qui sont... voilà, ça c'est la grande démarche. C'est l'idéologie de l'OTAN. Oui, justement, mais il faut dire que dans le cadre de cette nouvel ordre mondial, ils n'ont pas besoin des connaissances, ils n'ont pas besoin des professeurs frais, ils n'ont pas besoin des scientifiques, etc. C'est tout le contraire. Alors il faut que les masses soient des masses ignorantes, ne comprenant rien, ne sachant rien de vrai, et puis comme ça, toute nouvelle tentative passera sans aucun problème, sans aucune entrave. Mais moi, par exemple, j'ajouterais concernant Belgrade, parce que ça me touche vraiment très directement, et je suis très sensible à ce problème, c'est que Belgrade est plein de personnes, ce sont des ingénieurs, etc., donc des gens bien, qui ont bien voulu faire leurs études dans le cadre des universités, mettons, appartenant à l'État, donc tenant un niveau académique et tout autre le plus élevé, qui sont en train de faire du taxi. Ce sont des taxistes belgradois, et pendant ce temps, on se rend compte que toute une élite, entre guillemets, elle est en train pratiquement de profiter de leur mandat politique pour s'accaparer d'un tel diplôme du genre, et je trouve que c'est malheureux. Donc nous avons vraiment, à Belgrade et en Serbie, je dirais, vraiment une couche de gens, un certain milieu de gens qui sont vraiment très forts, chacun dans le cadre de sa discipline, de sa matière, mais pourtant ils ont été complètement égarés. Donc le pays et tout ce qui concerne le pays, y compris toutes les politiques, mettons, dans différentes branches, domaines économiques, etc., sont menées par des... Par des idiots. Et c'est très important de dire parce que c'est un phénomène tout à fait politique. Nous avons atteint de tels gouffres d'ignorance et de non-apprentissage que plusieurs générations seront peut-être nécessaires pour remettre le pays à un certain niveau, et ça vaut pour tous les... En ordre. Et puis après, on parlera d'un certain niveau. Oui. Voilà, mais ça concerne toute l'Europe. Moi, je considère toujours que l'éducation, l'enseignement supérieur, en France, il est bien. Il n'a pas accepté Bologne, le système. Ça, il faut le dire. Heureusement, voilà. Mais l'enseignement secondaire est de plus en plus bas, mauvais. Maternelle, pareil. Et c'est partout, dans tous les pays de l'Occident, c'est un phénomène qui existe partout. La seule chose qui est bonne, c'est l'enseignement supérieur. Mais tout le reste est presque tragique. Donc on va vers... D'ailleurs, tout ça a été décrit dans cet excellent livre, je répète. Le livre s'appelle Le libéralisme totalitaire, d'un auteur qui s'appelle Jacques Langlois. C'est un homme qui était au gouvernement français, il y a un certain temps quand même, si je ne m'abuse pas, je ne me souviens pas de l'année, mais c'est un écrivain, c'est un auteur, mais c'est quelqu'un c'est un ex-politique, qui a décrit d'une façon excellente tous les phénomènes nocifs de ce totalitarisme financier
qui est en train de détruire les pays ex-socialistes ou les pays ex-capitalistes, je dirais à la manière de Keynes, c'est-à-dire gaullisme, n'est-ce pas? C'est le capital sain, ce qu'on appelle par cette spéculation financière à outrance. Et ça touche tous les niveaux de la société. L'éducation, elle est détruite. Elle est complètement détruite. Bon, en plus, dans les pays comme la Serbie, dans les Balkans, dans les pays de l'Est, elle est en fonction de la politique américaine et elle est toujours en fonction encore une fois, de l'occupation. Le problème est que depuis 30 ans, la planète a changé beaucoup. La Chine était un pays du tiers-monde à la mort de Mao et c'est aujourd'hui la seconde puissance mondiale. Il faut tenir compte aussi de tout cela. Ce que je voudrais dire encore une fois, c'est que le monde est entré dans une nouvelle ère et ce qui est important, c'est d'utiliser la globalisation et la mondialisation d'une façon qui est plus ou moins saine. Évidemment, si on peut trouver ces aspects, surtout nous les Serbes ici, parce que nous sommes le peuple qui a donné le grand scientifique Nikola Tesla. Nikola Tesla était serbe, il se battait pour l'information libre et l'information gratuite. Et c'est pour ça qu'on s'adresse de cette radio à nos amis aux quatre coins du monde, à nos amis antiglobalistes. Et on soutient tous les groupes qui se battent pour l'Internet libre, tous les groupes de Wikileaks, on y est, on est dans la même bataille, on est dans la même lutte, c'est notre cause, n'est-ce pas? Danice, je crois que nous pouvons aborder un sujet que j'ai annoncé au départ. On va dire quelques mots sur un événement qui se passera bientôt en Serbie, à partir du 28 juin, à propos du centenaire de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre. Eh bien, je ne sais pas si tu es au courant. Le centenaire de la Première Guerre, ça, je pense que ça va être célébré ou commémoré comme on veut dans tous les pays alliés. En Russie, en France, même en Angleterre, évidemment. Mais la Serbie a porté sur son dos 80% de cette guerre, n'est-ce pas? De la Grande Guerre. C'est nous qui étions des victimes. Elle a très cher payé, oui. Eh bien, oui. Alors, pour dire, l'Institut du droit comparé de Belgrade, avec le professeur Jovan Ćirić, prépare un excellent recueil de textes de nos amis européens. Il y a des Français, il y a des Autrichiens, il y aura des professeurs de beaucoup de pays. Ça, c'est pas méga trend, hein. Ça, c'est heureusement. c'est des vrais. Heureusement. Alors, on prépare, monsieur Jovan Ćirić et Institut du droit comparé, en collaboration avec l'ambassade de France. Je ne sais pas si c'est la collaboration, parce que l'ambassade de France a été invitée. Mais en tout cas, avec la bénédiction, disons, de l'ambassade de France, prépare un recueil de textes sur la Première Guerre, sur la Grande Guerre, et c'est ce qu'il faut dire, nous serons invités par le grand cinéaste Kusturica, Emir Kusturica, tous ensemble, avec nos amis européens, de voyager, à partir de Belgrade, on va voyager à la Republika Srpska, et on ira à Andrićgrad. C'est un merveilleux endroit touristique. On ira tous ensemble pour commémorer ou célébrer la Grande Guerre. Et voilà pourquoi je dis ça. Eh bien parce que nous invitons tous nos amis. Et il faut savoir que nos amis dans le monde, ce sont des descendants des vrais alliés. Et ce sont des descendants des familles de Clarence, de la famille Sarai. On connaît, mon mari et moi, nous connaissons la petite fille Nathalie Sarai, qui, je crois qu'elle vit aux États-Unis, elle s'occupe de la musique, mais peut-être qu'elle est à Paris maintenant. Alors, famille Tranier, Anne-Marie Tranier n'est plus parmi nous, mais il y a son frère, monsieur Pierre Tranier, qui est un historien et un spécialiste de Napoléon, qui vit à Paris et qui viendra peut-être. Il y a le petit-fils de Gaulle, il y a tous ces familles qui sont qui représentent cette Première Guerre mondiale et l'amitié entre les Serbes et les Français. Oui. Voilà, nous étions l'amitié aussi avec d'autres peuples qui étaient alliés, mais surtout les Serbes et les Français. C'est l'époque où nous étions des vrais alliés, pas les faux. Ah oui.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est Non, un grand événement. Moi, bien sûr, c'est un événement qui me rend qui évoque chez moi une grande joie, un grand plaisir. Sauf que je dois dire que je suis, très préoccupé par toutes ces tentatives qui n'arrêtent de se multiplier, de revision, historique. Et je crois. Le Gavrilo Principe. Oui, voilà, mais il y a tout un tas, d'initiatives du genre. Ça sera l'occasion de d'élucider tous ces problèmes. Oui, justement, parce que je trouve que vraiment, on est devant, de nos jours, alors on ne sait plus qui est l'allié de qui. C'est-à-dire que nos alliés. Ah, ben ça change. Mais ça change, mais bien sûr. C'est-à-dire que nos alliés d'autrefois, parmi lesquels on pouvait trouver, bien sûr, les États-Unis. Non, les Français, c'est connu, l'amitié franco-serbe, personne n'en doute. Et je crois que c'est très présent, enfin, je sais pas actuellement en France, mais en tout cas, moi j'ai eu l'occasion, ça c'est peut-être un bon moment de le dire, tout en faisant ma profession. Une fois, j'ai eu l'occasion d'aller avec des représentants étrangers à Trstenik, dans la ville de... C'est une petite ville en Serbie. Mm-hmm. Et ce qui est très intéressant, ce sont des paysans, des agriculteurs, etc. Ils n'ont rien à voir, mettons, avec les langues étrangères, aucune université, etc. Mais une fois qu'ils avaient appris que... Mais il faut savoir que... il faut que tu dises que autrefois, les gens simples, tous les paysans en Serbie parlaient le français. Non, oui, c'était la première langue. Et alors, je dois dire que moi, personnellement, tout en étant serbe, je m'attendais vraiment pas à un tel accueil, non seulement chaleureux, mais en langue française. Et puis, alors, j'ai pas pu résister, j'ai demandé aux garçons, mais comment ça se fait? Vous n'avez pas bougé d'ici, vous n'avez pas fait des études, etc. Et c'est un héritage familial du grand-père. Ah oui, voilà. Et donc ces Français étaient reçus, et donc la bienvenue, etc. Quelques mois. Les poilus d'Orient, voilà, ce sont des grands fronts de Salonique, tout le monde connaît. Oui. Beaucoup de nos amis en France, ils sont descendus de ces familles-là. Puisque nous remplaçons Yves Bataille et son émission aujourd'hui. Je dirais quelques mots justement sur un texte qui sera dans ce recueil, excellent recueil. Encore une fois, je répète, l'Institut d'histoire comparée, du droit comparé de Belgrade, avec l'ambassade de France ou avec la bénédiction de l'ambassade de France, organise ce colloque et ce voyage patriotique, cette commémoration, célébration du centenaire de la Première Guerre. Et dans ce recueil de textes qui a pour le nom Centenaire de la Première Guerre, de la Grande Guerre, tout simplement, il y a le texte aussi, nos textes y sont. Moi, j'ai fait un texte sur la psychologie de Gavrilo Principe, qui a assassiné Ferdinand, mais enfin, je ne vais pas m'attendre maintenant là-dessus. Mais Yves Bataille, historien et géopoliticologue, a fait un texte qui intitulé, ce qui est très important, parce il pourrait même expliquer la situation actuelle, la situation d'aujourd'hui. Le texte s'appelle « Les écrits prémonitoires de l'historien français Jacques Bainville, traité de Versailles et les germes de la prochaine guerre mondiale ». Alors c'est très intéressant parce que, élaboré à la conférence de Paris, le traité de paix entre l'Allemagne et les Alliés devait être signé, je lis un petit passage, n'est-ce pas, le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces du château de Versailles, et promulgué le 10 janvier 1920, le traité annonçant la création de la Société des Nations et de l'Organisation internationale du travail établissait les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne vaincue et de ses alliés et était censé dessiner les contours d'une paix future. Bon, alors, mais ce qui est important de dire, et je lis ce petit passage parce que c'est tout à fait actuel quand on voit ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, où commence à peu près la Troisième Guerre mondiale. Hein, Elle a commencé entre les États-Unis et les Russes. Alors, mais la différence d'appréciation entre l'Angleterre et la France révélait plus qu'une divergence d'appréciation politique, une différence d'état d'esprit et de philosophie politique. Dès la conclusion du traité de Versailles, cette différence devait être mise en évidence par des observateurs attentifs. L'historien Jacques Bainville fut l'un de ceux-là.
C'est pour ça que c'est important. Jacques Bainville. Dans son livre « Les conséquences politiques de la paix », publié en 1920, l'historien français Jacques Bainville reconnaissait dans la position de l'Angleterre une constante de son histoire. Attention, Nietzsche disait qu'on n'apprend rien de l'histoire, mais là, on apprend des erreurs, peut-être des erreurs. Ouais. Donc, une constante de son histoire et une position conforme à ses intérêts de puissance maritime, c'est Carthage, ne considérant après la guerre qu'avec une certaine distance les affaires continentales. Voilà. Alors, ce qui est en conclusion, juste pour dire, parce que ça sera un recueil de textes des historiens français, autrichiens et autres, un bon recueil, présenté le 28 juin à Belgrade. Ensuite, on va voyager avec Kusturica tous ensemble. Eh bien, pour dire la conclusion de ce recueil, c'est que en fait, ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce qui est tout à fait actuel, c'est que les écrits prémonitoires de l'historien français Jacques Bainville et sa thèse sur les conséquences politiques de la paix nous amènent à postuler que le traité de Versailles comportait en soi les germes d'un nouveau conflit mondial. Oui, justement. C'est-à-dire que Jacques Bainville connaissait les constantes politiques de l'histoire, comme tous les historiens, et notamment celles des relations entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et voilà, parce que nous pouvons expliquer le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une thèse connue parmi les historiens, mais c'est important de dire aujourd'hui, parce qu'on voit exactement la même chose. Si c'était le cas pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est peut-être le cas, ça sera peut-être le cas pour la Troisième Guerre mondiale, qui d'une manière générale, on a le sentiment de se trouver en 1914. Et oui, justement. J'ai bien cette impression. Tu as tout à fait dit ce que je voulais dire. Comme si on n'a pas eu ce qu'on a eu, de guerre mondiale et une troisième qui vient de commencer. Exactement. Et tout à l'heure, parlant de punir l'Allemagne vaincue et de tous ses alliés, exception est en fait de la Croatie. Voilà. Je suis obligé de le signaler. Oui, mais ça c'est... Elle est vraiment le seul pays à n'avoir payé aucunement sa fidélité jusqu'au dernier moment. Dommage et intérêt. Mais c'est tout à fait ce que je voulais dire. Tu as pratiquement lu les pensées. Parce que, pourquoi je lis ça? Parce que je reconnais cette même ambiance. On est finalement aujourd'hui... Si on a cette intuition, je ne dirais pas maintenant psychologique et psychiatre, c'est mon métier, mais d'historien, que je ne suis pas, mais je peux essayer de vivre ce sentiment. Eh bien, on se sentirait aujourd'hui comme en 1914. Justement. Et donc, juste pour dire, voilà ce texte et on voit les appétits renaître. L'analyse faite ici montre le lien entre les idées de l'historien français et celles du futur chef de la France libre et président de la République Charles de Gaulle, qui, après la Seconde Guerre mondiale, développa une politique d'indépendance nationale. Peut-être que la France retournera à cette politique. Espérons-le. Prions le bon Dieu. Et de réconciliation avec l'Allemagne afin de rééquilibrer les relations entre les deux pays et les pays anglo-saxons. L'analyse faite ici indique comment la Deuxième Guerre mondiale a été rendue possible par les erreurs d'analyse et les manquements politiques des auteurs du traité de Versailles. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on pourrait expliquer le début de la Troisième Guerre mondiale en Ukraine par ces peut-être mêmes moments et par ces mêmes erreurs historiques. L'histoire se répète. En tout cas, peut-être que Nietzsche avait raison, les erreurs historiques se répètent. Mais nous, on est ici dans cette radio pour s'adresser à tous nos amis qui luttent contre ça et qui sont antiglobalistes, qui sont de côté de nos idées, de se libérer de ce libéralisme totalitaire, financier. Et de la sauvegarde de l'État national. Et voilà. Saluons au passage l'ambassadeur actuel français à Belgrade, qui est un homme... un personnage, une figure un petit peu différente. Il se diffère de son précédent parce qu'il faut dire que c'est quand même quelqu'un, pour la première fois, un ambassadeur occidental qui a refusé de se trouver à la tête d'un gay pride. C'est quelque chose, c'est quelque chose. C'est extra, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose. Alors, voilà, ça, c'est déjà peut-être... Toutes félicitations. Voilà, peut-être c'est un début de retour des valeurs, on va voir. L'Europe est considérée par les Serbes
comme un déchet, n'est-ce pas? Oui, justement. Eh bien, nous sommes ici pour montrer qu'il y a une autre Europe, qu'il y a une autre Europe, il y a une autre vision. Qui est en train de bouger, qui est au point de se battre pour revenir à ses propres valeurs et traditions. Voilà, de se réveiller Parce peut-être. qu'elle a été transformée, elle aussi, en une colonie des États-Unis. Absolument. Ce qui est triste. On a bien vu sur l'exemple de l'éducation que ça devient de pire. Tous les jours, c'est plus grave. C'est vraiment un déclin de l'Occident, comme aurait dit Spengler, ou Spengler, comme vous voulez. Alors, mais on a quand même de l'espoir que quelque chose bougera, que quelque chose va bouger, parce que avec ce grand scandale international, on dirait, parce que ça, c'est pas le scandale qui était en Serbie, hein. L'université corrompue, avec les faux doctorats. Mais ça, c'est une gifle, la plus grande, la plus honteuse, parce que à un État. Nous avons vu que la presse allemande demande aussi la démission de de cette créature. Donc tout ça, c'est heureusement qu'il le demande. Sinon, je suis pas sûre s'il donnerait sa démission. Tout ça est coordonné, mais c'est bien, parce qu'il y a quelque chose qui commence à bouger, même en Europe, tel qu'on la voit d'ici des Balkans. Des pauvres Balkans, mais Socrate était aussi des Balkans. Socrate était balkanique. Alors bon, on n'a pas honte d'être ici. Voilà. Donc, nous avons remplacé un petit peu l'émission de Yves Bataille, émission qui s'appelle Paris, Belgrade, Moscou, et qui est une émission géopolitique, mais chaque fois on parlera d'un sujet particulier, d'un sujet à part. Aujourd'hui, on a abordé un petit peu le phénomène de cette corruption dans l'enseignement supérieur et qui est complètement politisée au service des anglo-saxons, enfin de la politique américaine, pour dire états-unienne. Voilà, pour dire bref, c'est ça. Pour être bien précis. Ben oui, il faut le dire parce que on a l'Amérique latine aussi. Oui. Tu as tout à fait raison. Voilà, ça c'est merci de ta correction. Donc on a abordé ce sujet. On va essayer, chers auditeurs et amis qui nous écoutent, cette fois-ci nous n'avons pas traité vos messages parce que le temps nous manque un petit peu. On va essayer prochainement d'élargir, d'allonger le temps de notre émission parce qu'une heure passe très vite. Mais voilà, donc je répète encore une fois, vous êtes tous bienvenus en Serbie, à Belgrade, le 28 juin, c'est notre grande fête. Nous irons ensemble avec Emir Kusturica, le grand cinéaste, nous allons voyager ensemble en Republika Srpska. Nous irons avec nos amis français, surtout, mais les Russes, évidemment, ça va de soi, et les autres qui viendront, historiens, pour un petit peu élucider cette affaire de l'assassinat de Ferdinand. On va discuter sur cet acte de Gavrilo Princip. Dis-moi, Danica, en 2 mots, qu'est-ce que tu penses de Gavrilo Princip? En 2 mots, est-ce que c'est un terroriste ou c'est un héros? Mais non, mais ça c'est. C'est un héros. C'est un héros. C'est un héros. Mais le problème, c'est que à la lumière de la situation actuelle, et c'est-à-dire du nouvel ordre mondial, dès qu'ils disent pour quelqu'un que c'est un terroriste, il faut savoir faire la traduction. Donc c'est un héros. Voilà. Donc tous les héros ont été même jugés comme des terroristes. Pourtant, ils n'ont rien fait que défendre les valeurs d'autrefois, si nobles et si sacrées comme la liberté, etc. Voilà, le tyrannicide, c'était une obligation chez les antiques. Hein, si c'est un tyran, on sait très bien ce qu'on fait avec un tyran, même si c'est un symbole. Hein. Merci de ta clarification et de ta traduction dans notre belle langue serbe. Alors, on va terminer cette émission, mais je vous promets, chers auditeurs et amis, la prochaine fois, on discutera. On va essayer quand même d'avoir une émission un peu plus longue. Yves Bataille reviendra et reprendra cette émission, son émission, vers la fin du mois. Et nous allons terminer ce petit rendez-vous d'aujourd'hui en disant tout simplement, vive le retour des valeurs.
le retour des valeurs. Vive d'abord l'arrestation des crapules, saisissons des biens du peuple, confisquons ce qu'ils ont volé au peuple, les crapules, les recteurs et tous ceux qui se servent de notre peuple serbe et des autres peuples et qui nous volent. Donc, arrêtons-les. Et comment... Vive la liberté et la souveraineté des pays. Et voilà, et donc vive Il faut y revenir. Vive une autre Europe, une Europe des valeurs, des vraies valeurs, une Europe des gens libres, l'Europe des nations, n'est-ce pas? L'Europe des nations, l'Europe qui se réveille peut-être, qui vivra en paix. Pourquoi faire la guerre? On va vivre en paix. Mais ça sera une autre Europe différente, avec la Russie, avec nos amis russes. Dans notre émission Paris, Belgrade, Moscou, on est là pour parler de cela et pour s'adresser à tous nos amis qui sont partout, aux quatre coins du monde, comme je le dis toujours. Et dis-moi, donc, vive l'Europe des nations. Et dis-moi, à la fin, est-ce que tu regrettes quelque chose concernant les élections européennes qui, tu vois, en France, il y avait un grand changement? Oui, dans d'autres pays aussi. Mais j'ai bien l'impression que l'Europe est en train de se réveiller. Donc je dirais. Non, il n'y a pas seulement la France, bien sûr, c'est Marine Le Pen, mais enfin, en Autriche, etc. Donc, à mon avis, c'est très intéressant de voir Nigel, par exemple, gagner les élections en Grande-Bretagne, etc. Et j'ai l'impression que petit à petit, j'espère qu'on aura tout le temps nécessaire, parce que ce processus, à mon avis, il est lent. Mais de l'autre part, le mondialisme, il se précipite. Donc c'est ça. Alors j'espère bien que nous allons avoir tous le temps nécessaire pour que les gens se rendent compte à travers les quatre coins du monde qu'est-ce que ça veut dire, parce que nous sommes tous... enfin moi personnellement, je ne vois aucune différence entre un État membre, par exemple de l'Union européenne et de la Serbie, tout en étant candidat de nos jours. Pourquoi? Parce que nous sommes tous occupés. Donc ce sont des gens qui ne sont pas élus par nous, les citoyens. Ce sont des gens qui font ce que les autres leur disent de faire. Ils n'ont la moindre intention donc de nous rendre des comptes, de nous consulter, etc. Donc là, on y est pour rien pratiquement. Et je crois que c'est non seulement que c'est intolérable, mais je crois que petit à petit, les gens commencent à voir plus clair. Et non pas passer par le suffrage universel. On demande le retour des référendums, on demande la liberté pour les peuples. Oui, mais à condition qu'ils ne soient pas truqués, parce que dans des conditions... ah oui, mais dans des conditions d'occupation totale... c'est-à-dire que tout est truqué. Ouais. Oui, voilà, ça c'est une longue bataille qui va continuer. Donc pour conclure, on ne regrette pas beaucoup les élections européennes. Moi, je ne regrette rien. Et toi? Non, absolument. Eh bien, allons-y. Comme aurait dit Mireille Mathieu. et tu te trompes, c'est quelqu'un d'autre. C'est Edith Piaf. Allons-y, chers amis. Edith Piaf, oui, juste. Allons-y, chers amis. Salut les amis à travers du monde, aux quatre coins du monde. La bataille continue. On ne regrette rien.
Sibira do Prizrena, od Urala do Atosa, od Majka